Le monde n'est pas dirigé par celui qui possède le plus de choses. Il est gouverné par celui qui contrôle les routes que ces choses doivent emprunter. La richesse immobile n'est qu'un simple inventaire. Du grain dans un champ, du pétrole dans le sol, des épices dans un entrepôt, des semi-conducteurs dans une usine, de l'argent sur un bilan comptable. Rien de tout cela n'a la même importance tant que cela ne bouge pas. Et au moment où cela doit se déplacer, la géographie cesse d'être un simple paysage pour devenir une véritable puissance. C'est le schéma que l'histoire ne cesse de répéter. Les empires ne dominent pas parce qu'ils sont simplement riches. Ils deviennent riches, durables et redoutés parce qu'ils contrôlent la circulation. Ils peuvent protéger le flux, le taxer, l'interrompre et forcer tous les autres à négocier pour y avoir accès. C'est un type de pouvoir très différent. Il est plus silencieux que la conquête, généralement plus rentable et souvent plus décisif. Bienvenue sur l'Historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent, et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Si vous voulez comprendre pourquoi les routes commerciales décident de qui dirige le monde, commencez par une vérité toute simple. La production n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est le passage. Un État peut cultiver du blé, raffiner du pétrole, frapper de la monnaie en argent ou fabriquer de l'acier, mais s'il ne peut pas déplacer ces choses de manière peu coûteuse, sûre et prévisible, quelqu'un d'autre prendra sa part, imposera un péage, bloquera la route ou bâtira un centre financier plus puissant en profitant du trafic. C'est pourquoi les routes commerciales ont toujours fait bien plus que transporter des marchandises. Elles génèrent des recettes fiscales, elles nourrissent les villes, elles déterminent quels ports se transforment en banques, quels marchands deviennent des financiers et quels gouvernements peuvent entretenir des armées en temps de paix et les ravitailler en temps de guerre. Une route n'est jamais juste un chemin ou une voie maritime. C'est une source de revenus, un problème militaire et une arme politique qui n'attend qu'à être utilisée. Le monde antique l'avait compris bien avant que la finance moderne ne lui donne un vocabulaire plus épuré. La route de la soie n'était pas un chemin unique, mais un réseau reliant la Chine à l'Occident, transportant des marchandises et des idées entre Rome et l'Asie à travers une chaîne d'intermédiaires vulnérables. La voie royale perse, construite sous Darius Ier, a été conçue pour améliorer les communications et le contrôle à travers l'Empire, reliant Suse à la mer Égée sur plus de 2400 km. C'était pas de simples projets de transport, c'était des instruments de cohésion impériale. L'État qui entretenait la route pouvait déplacer les messages, les troupes et les impôts plus rapidement et assurer un commerce plus fiable que ses rivaux. Cet avantage se cumule. Ce qui ressemble à de la logistique à un siècle donné devient la capacité même de l'État au siècle suivant. Rome a saisi la version maritime de ce même principe. Sa puissance était territoriale, certes, mais elle était aussi circulatoire. La Méditerranée ne se trouvait pas simplement à côté de l'Empire, c'était l'un de ses systèmes d'exploitation. Les provinces comptaient en partie pour ce qu'elles produisaient et pour la fiabilité avec laquelle elles pouvaient être connectées. L'Égypte, par exemple, était vitale pour l'approvisionnement en céréales et les revenus de l'Empire. Le contrôle des mouvements maritimes signifiait que Rome pouvait nourrir ses villes, ravitailler ses armées et lier des provinces disparates en une économie impériale fonctionnelle. Rome ne dominait pas simplement en raison de sa taille. Elle dominait parce qu'elle pouvait transformer une mer pleine de risques en un système de mouvement contrôlé. C'est ce que font les États puissants à leur apogée. Ils réduisent l'incertitude pour eux-mêmes et l'augmentent pour tous ceux qui se trouvent en dehors du système. À l'époque médiévale et au début du monde moderne, ce principe était devenu encore plus évident. Venise s'est enrichie non pas en inventant le commerce au long cours, mais en s'insérant dans les échanges de la Méditerranée orientale et en bâtissant un empire commercial maritime fondé sur l'accès. L'encyclopédie historique note que Venise a acquis un empire commercial en Méditerranée orientale, comprenant des îles de la mer Égée, des comptoirs commerciaux et des postes d'observation fortifiés, tout en prenant le contrôle des ports de commerce européens du monde byzantin. Cela signifiait que Venise ne se contentait pas de participer au commerce. Elle gouvernait des éléments clés de sa géographie. Elle pouvait tirer profit des connexions parce qu'elle contrôlait les points d'entrée. Et lorsque les Ottomans ont resserré leur emprise sur les routes terrestres et maritimes entre l'Europe et l'Asie, le prix de l'accès a de nouveau changé. Soudainement, les États européens ne s'intéressaient plus uniquement aux produits exotiques. Ils étaient fatigués de payer des intermédiaires pour subir une dépendance stratégique.
L'exploration n'était pas une pulsion romantique, c'était un contournement géopolitique. C'est la première leçon cruelle de l'histoire des routes commerciales. Dès lors qu'un rival contrôle votre route vers la richesse, le commerce cesse d'être une question purement commerciale pour devenir un enjeu stratégique. L'expansion maritime de l'Europe n'est pas née de la seule curiosité. Elle était motivée par le désir de contourner les puissances en place qui se dressaient entre l'Europe et l'Asie. L'expansion portugaise dans l'océan Indien, puis la puissance maritime hollandaise et britannique, étaient toutes des variantes de la même manœuvre. Briser la dépendance, s'emparer de la route, puis faire payer l'accès aux autres. Quiconque ouvre un nouveau couloir peut s'enrichir. Quiconque contrôle ce couloir peut devenir puissant. Et quiconque le sécurise militairement peut transformer le commerce en empire. C'est là que les voies maritimes deviennent la véritable carte du pouvoir. Les Portugais se sont battus pour obtenir un contrôle fortifié dans l'océan Indien. Les Hollandais ont bâti l'un des systèmes commerciaux les plus redoutables de l'histoire. Les Britanniques ont poussé cette logique à sa plus haute expression. La suprématie navale n'a pas seulement permis à la Grande-Bretagne de mener des guerres, elle lui a permis de relier son empire, de défendre ses marchands, de protéger ses assureurs et de faire de Londres l'endroit où le monde évaluait le prix du risque maritime. Les grands ouvrages de référence décrivent la marine royale comme l'une des forces maritimes les plus puissantes du monde sur le plan historique, tandis que les travaux sur le commerce marchand britannique soulignent le cercle vertueux entre l'investissement naval et la confiance commerciale. La protection des routes commerciales a rendu les marchands plus audacieux, ce qui a développé les échanges, ce qui a approfondi la finance, ce qui a renforcé en retour la capacité de la Grande-Bretagne à dominer les mers. C'est pas un effet secondaire de l'Empire. C'est l'un des mécanismes par lesquels l'Empire se renforce de lui-même. L'ascension de la Grande-Bretagne rend cette règle d'une clarté presque gênante. L'Empire n'a pas dominé le XIXe siècle uniquement parce qu'il fabriquait plus de biens ou qu'il possédait des politiciens habiles. Il a régné parce qu'il pouvait déplacer, assurer et financer le commerce mondial à travers des réseaux qu'il défendait par la force. Londres est devenu un centre d'assurance maritime et d'information sur la navigation grâce à des institutions de courtage réputées. La marine royale protégeait le commerce. Les stations de ravitaillement en charbon, les ports et les bases navales ont transformé le mouvement mondial en un avantage britannique. Et puis, le canal de Suez a encore davantage comprimé la géographie de l'Empire. Les archives indiquent que ce canal, achevé en 10 à 869, est devenu la voie maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie et l'un des corridors de navigation les plus fréquentés au monde. Pour la Grande-Bretagne, ce n'était pas seulement une commodité, c'était le temps, la distance et la vitesse de réaction impériale convertis en un véritable levier de pouvoir. Après Suez, le passage maritime entre la Grande-Bretagne et l'Inde s'est considérablement réduit. La Grande-Bretagne régnait non seulement parce qu'elle fabriquait des objets, mais parce qu'elle contrôlait la façon dont le monde les déplaçait. Un goulot d'étranglement est l'endroit où la géographie cesse d'être passive et commence à percevoir un loyer. Cela a été vrai pendant des siècles, et ça l'est toujours aujourd'hui. Les passages étroits n'ont pas besoin d'être vastes pour devenir mondialement décisifs. Il leur suffit de se trouver là où suffisamment de valeur doit transiter. C'est pourquoi les canaux, les détroits et les mers resserrées réapparaissent sans cesse dans l'histoire de l'argent et du pouvoir. Ils compriment le temps et la distance, mais ils concentrent également la vulnérabilité. Le canal de Suez raccourcit la route maritime de l'Europe vers l'Asie. Le détroit de Malacca canalise le commerce asiatique. Le canal de Panama redessine les mouvements entre l'Atlantique et le Pacifique. Le détroit d'Ormuz achemine environ un quart du commerce mondial de pétrole par voie maritime, ainsi que des volumes majeurs de gaz naturel liquéfié et d'engrais, selon l'Organisme des Nations Unies pour le commerce et le développement. Un lieu exigu peut dominer un monde vaste, car tous ceux qui gagnent du temps en l'utilisant acceptent également d'en dépendre. Les États-Unis ont hérité de cette logique après la Seconde Guerre mondiale et l'ont érigée en système. La Grande-Bretagne avait régné grâce à un empire naval. L'Amérique a régné grâce à un ordre financier maritime qui semblait moins impérial en apparence, mais qui reposait sur des fondations stratégiques similaires. Les accords monétaires internationaux d'après-guerre ont contribué à placer la monnaie américaine au centre du système mondial. La marine de guerre américaine, selon sa propre description, a garanti la stabilité et la sécurité des voies maritimes à travers le monde
en particulier là où des menaces mettent en péril le passage sûr des biens et des personnes. Cette combinaison a toute son importance. Une monnaie ne devient pas mondialement centrale à partir de rien. Elle prospère dans un monde où les routes commerciales sont protégées, où la navigation peut être assurée et où la plus grande puissance militaire soutient également une grande partie de l'architecture commerciale. Ce que les Britanniques faisaient autrefois avec leur marine et la finance londonienne, les Américains l'ont fait avec des porte-avions, la sécurité des voies maritimes, leur devise souveraine et un ordre fondé sur des règles qui semblaient souvent neutres précisément parce que la puissance américaine était devenue la norme. Cette normalité est aujourd'hui en train de s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet semble si actuel. La mondialisation moderne a souvent été décrite comme étant sans friction, mais les systèmes sans friction ne paniquent pas lorsqu'une seule route est menacée. Les véritables systèmes de pouvoir, en revanche, le font. L'Organisme des Nations Unies a averti en 2024 que les perturbations simultanées dans la mer Rouge, la mer Noire et le canal de Panama augmentaient les risques pour le commerce mondial, l'inflation ainsi que la sécurité alimentaire et énergétique. Il a également indiqué que les perturbations de Suez et de Panama mettaient à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement, faisaient grimper les coûts et remodelaient le commerce mondial. Le détroit d'Ormuz s'était réaffirmé comme l'un des rappels les plus dangereux que l'insécurité des routes dicte toujours le niveau de tension économique. La note de mars 2026 de cette même institution précisait qu'Ormuz achemine environ un quart du commerce maritime mondial de pétrole, ainsi que d'importants flux de gaz naturel liquéfié et d'engrais. Les grandes agences de presse ont rapporté que les puissances occidentales peinaient à sécuriser la navigation en mer Rouge, et que la sécurisation d'Ormuz serait encore plus difficile. Ce n'est pas un vestige de l'Empire, c'est le système financier moderne avec une meilleure image de marque. Lorsqu'une route comme celle d'Ormuz est menacée, le problème ne se limite pas au transport maritime. C'est aussi une question d'assurance, de prix du carburant, d'inflation, de coût des intrants industriels, d'alimentation, d'engrais, de gaz naturel, et la question plus vaste de savoir si les économies importatrices d'énergie peuvent encore compter sur un passage stable et bon marché. La presse internationale a rapporté en mars et avril 2026 que la perturbation d'Ormuz contribuait à une grave crise d'approvisionnement énergétique. Avec le pétrole et le gaz naturel menacés, des prix en flèche et des importateurs à travers l'Asie et l'Europe se démenant pour remplacer les fournitures perturbées en provenance du Moyen-Orient. Les exportations de carburant des États-Unis ont atteint un niveau record en mars, les acheteurs cherchant des solutions de rechange, ce qui illustre exactement à quoi ressemble le pouvoir des routes dans la pratique. Lorsqu'une artère est menacée, d'autres fournisseurs, ports, marines et exportateurs gagnent soudainement en influence. La géographie redéfinit les prix de l'ensemble du système et une fois qu'on le remarque, la règle devient presque trop évidente pour être ignorée. Les routes commerciales génèrent des revenus car les États peuvent imposer le passage, tirer profit des péages ou bâtir des économies de services autour du mouvement. Elles créent un moyen de pression car une route protégée permet à une puissance de décider qui voyage à bas prix et qui paie un supplément. Elles offrent une certaine résilience en temps de guerre car les armées et les villes nécessitent un ravitaillement. Elles engendrent une centralité financière puisque les assurances, les informations de navigation, le financement des matières premières et les règlements ont tendance à se regrouper autour des routes les plus importantes. Elles instaurent également une hiérarchie politique car la dépendance n'est jamais répartie de manière égale. L'État qui maîtrise la circulation peut survivre plus longtemps à ses erreurs, financer des conflits plus aisément et forcer les autres à négocier en position de faiblesse. L'État qui perd le contrôle de ses routes paie plus cher, attend plus longtemps et découvre que la souveraineté est bien moins impressionnante lorsque ces lignes d'approvisionnement appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les routes commerciales décident encore du pouvoir aujourd'hui, même à une époque obsédée par les logiciels informatiques, les données et la finance. Le monde fonctionne toujours grâce aux navires, aux détroits, aux gazoducs, aux ports, aux câbles et aux corridors. Les semi-conducteurs, le pétrole, les engrais, les céréales, les composants industriels et les biens de consommation doivent encore transiter par des systèmes physiques qui peuvent être bloqués, taxés, défendus ou déviés. Lorsque les routes sont stables, le pouvoir semble invisible. Lorsqu'elles sont menacées, le pouvoir devient évident. C'est ce qui s'est produit dans la mer Rouge. C'est ce qui se passe autour d'Ormuz.
Et c'est pourquoi les États modernes parlent de plus en plus ouvertement de points d'étranglement, de sécurité maritime, de redondance, de corridors stratégiques et de la résilience des chaînes d'approvisionnement. Ils se sont souvenus de ce que les empires comprenaient de manière instinctive. La carte du pouvoir n'est jamais simplement la carte d'un territoire, c'est la carte du mouvement. Par conséquent, la leçon finale n'est pas que les routes commerciales sont importantes. Ce serait un constat bien trop faible. La leçon la plus percutante est que l'histoire récompense invariablement la puissance qui contrôle les artères du commerce. Rome a transformé la mer en un système politique. Venise a monétisé l'accès. La Grande-Bretagne a utilisé sa suprématie navale pour transformer la navigation en finance et la finance en empire. Les États-Unis ont sécurisé les voies maritimes et ont placé leur monnaie au sommet de l'ordre commercial. Et maintenant, alors que le monde se fragmente et que les goulots d'étranglement deviennent de plus en plus disputés, nous assistons au retour de cette même logique en temps réel. La richesse n'est jamais suffisante en soi. La richesse doit circuler. Et le pouvoir qui contrôle cette circulation contrôle bien plus que le commerce. Il contrôle le prix de l'accès, le coût de la sécurité et bien souvent la forme du monde lui-même. Si cela vous a offert une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire a les réponses. Je vais vous montrer où chercher.